Bonjour, De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? on va parler du collier de perles. Alors on dispose de 9 perles en tout, 4 bleues, 3 blanches et 2 oranges. Et on souhaite compter le nombre de perles, enfin de colliers de perles différents faisables. Alors on va partir du lemme suivant. Soit X, un ensemble à n éléments. Et on a un quadruplé d'entier tel que la somme des ni de i égale 1 à k soit égale à n. On a un ensemble x n1 à nk qui est en fait l'ensemble des partitions x1 xk, donc des parties de x, telles que l'union des i égale 1 à k des xi, ce soit notre x, et que pour tout i appartenant à 1k, le cardinal de xi, ce soit notre ni. Et le lemme dit que le cardinal de l'ensemble des partitions de x, qui a respectivement n1 à nk éléments, le cardinal de cet ensemble, c'est égal à n factoriel sur le produit des i égale 1 à k des ni factoriel. Alors on va prouver ça par récurrence sur k. Alors, on va initialiser. Pour k égale 1, on va chercher à compter le nombre de partitions qu'on peut faire sur un ensemble de n éléments à n éléments. C'est ni plus ni moins que 1. Il n'y a qu'une seule manière de faire une partition. Du coup, comme on a k égale 1, n1 égale à n, donc on a bien n factoriel sur n1 factoriel qui nous donne bien 1. Donc, on a bien l'initialisation. Pour l'hérédité, on va supposer que c'est vrai pour un k appartenant à n et on va montrer, donc pour k plus 1, on va montrer cette relation-là. Alors, le cardinal des x n1 à nk plus 1. Alors déjà, on va essayer de prendre nk plus 1 éléments dans x. Donc ça veut dire qu'on va compter nk plus 1 éléments parmi n. Et qu'est-ce qui va nous rester? Le cardinal d'un ensemble x' dans lequel on aurait enlevé nk plus 1 éléments. Voilà. Par hypothèse de récurrence, ça, on a la formule grâce au lemme. Et ici, on va développer la combinaison des nk plus 1 dans n. Ici, par hypothèse de récurrence, on a enlevé nk plus 1 éléments, donc en tout, on en a n moins nk plus 1 sur le produit des ni de 1 à k. Du coup, ici, on va avoir simplification. Le nk plus 1 va rentrer dans le produit et on va bien retrouver factoriel n sur le produit des i égale 1 à k plus 1 des ni. Donc, on a bien démontré la récurrence. Maintenant, soit on va prendre A0, A8, 9 emplacements sur un polygone. Donc, les sommets d'un polygone régulier on va dire que ça c'est P. Voilà, c'est l'ensemble des sommets d'un polygone régulier inscrit dans le cercle unité de R2.
Et on va s'intéresser en fait aux partitions possibles de notre ensemble P. 4, 3, 2, pour la simple et bonne raison que en fait on a 4 perles bleues, 3 blanches et 2 oranges. Donc ici en fait c'est l'ensemble des I, J, K des parties de P, où I union J union K ça va nous donner P, et où le cardinal de I c'est 4, le cardinal de J c'est 3 et le cardinal de K c'est 2. Par le lemme qu'on a montré précédemment, on sait que le cardinal de X c'est 9 factoriel sur 4 factoriel 3 factoriel 2 factoriel, et ça nous fait 1260. C'est-à-dire qu'en tout on a 1260 partitions possibles de ce P, et du coup on sait que nous ce qu'on souhaiterait sur ces emplacements c'est disposer nos perles. On sait que deux partitions vont former le même collier si d'un collier à l'autre on passe par rotation par rotation de centre O, donc c'est le centre du polygone, et d'angle R puissance K avec R qui est égal à I de pi sur 9 et K il appartient à 0,8. Ça veut dire que dans les rotations, on inclut l'identité. Ça veut juste dire quoi? Ça veut dire que si je prends un collier et que je fais une rotation ayant pour centre le centre du polygone, on a toujours le même collier, sauf que sa disposition dans les emplacements sera différente. On a la même chose, cette fois-ci, si on retourne le collier, ça veut dire que ça se conserve par symétrie orthogonale. Et cette symétrie orthogonale, elle aura pour axe, donc c'est une symétrie axiale, elle aura pour axe une droite qui va passer par le centre O et forcément par un des sommets, parce qu'on a un nombre de sommets impair, on en a 9. Donc ça veut dire que symétrie orthogonale d'axe OAK. Donc ça nous fait bien 9 symétries et 9 rotations. Et en fait, ici, du coup, ça revient à étudier l'action du groupe diédral D9 sur notre X. Donc c'est pour ça qu'on va d'abord poser une première action de groupe, donc D9, sur l'ensemble des sommets de P, qui a un G de D9 et un sommet de P associe G de ce sommet. Ensuite, à partir de là, on va s'intéresser à une action, l'action sur une partie de P, qui envoie vers une partie de P, qui a un G de D9, un couple G de D9 et A, une partie de P, associe G de A, et G de A c'est quoi? C'est l'ensemble des G de AK qu'on a défini précédemment, avec AK les sommets appartenant à notre partie de X. Et enfin, l'action qui va nous intéresser, c'est celle de D9 sur X, qui est l'ensemble des partitions de P. Donc qui va également dans X et qui a un G de D9 et un élément, donc l'élément il aura cette forme là, IJK des parties de X. On aura IJK
qui sera égal successivement à G de I, G de J et G de K qu'on a défini précédemment. Donc ici, on est en train de dire quoi? On est en train de dire que le nombre de colliers différents faisables, en fait, c'est quoi? C'est égal au nombre d'orbites de X par l'action de D9. Sous l'action de D9. Parce que deux colliers qui sont dans la même orbite, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont conservés par les transformations de D9. Donc on va compter le nombre d'orbites de X sous l'action de D9. Pour cela, on va se servir de la formule de Burnside. Qui dit que ce nombre d'orbites sous l'action de G, pardon, du coup ici notre groupe c'est D9, c'est égal à 1 sur le cardinal de D9 fois la somme pour G parcourant D9 des invariants de X par G. Ça veut dire quoi ça? Invariant de X par G, c'est l'ensemble des éléments de X. Ouais, voilà, c'est l'ensemble des éléments de X qui sont invariants par G. Du coup, ici, qu'est-ce qu'on a à compter? C'est ces éléments-là. Donc, on va à chaque fois prendre un G de D9 et voir combien il a d'invariants. Alors déjà, on va commencer par l'identité. Le nombre d'invariants par l'identité, c'est le nombre d'éléments de X. Et ça, on l'a compté précédemment, c'était 1260. Maintenant, on va s'intéresser à une rotation différente de l'identité. C'est-à-dire que G, c'est égal à R puissance K, et cette fois-ci, K parcourt 1,8. On suppose qu'il existe un élément invariant par notre rotation. Le but, ça va être de montrer qu'il n'en existe pas. On suppose qu'il existe X appartenant à X tel que G.X est égal à X. Donc ça, c'est ce qu'on suppose. On sait que dans notre collier de perles, on va avoir deux boules oranges et on sait que G n'étant pas l'identité, il ne peut pas fixer ces deux boules oranges. Dans le cas échéant, s'il fixait ces deux boules oranges, alors G serait l'identité puisqu'il fixerait à la fois son centre et deux éléments distincts du centre. Donc ça veut dire que G, il va permuter les deux boules oranges et G carré va les remettre à leur endroit. Ça veut dire que G carré fixe trois emplacements de P, entre parenthèses, donc l'emplacement des deux boules oranges et le centre. S'il le fixe, alors G carré, c'est l'identité. Donc ça veut dire qu'on a R puissance 2K qui est égal à l'identité. Ça veut dire que moi je sais que l'ordre de R, c'est 9. Donc ça veut dire que 9 va diviser 2K. Or, 9 est premier avec 2, donc 9 divise K. Et ça, c'est pas possible parce que K, on l'a pris dans 1,8. Donc ici, on n'a aucun élément invariant par rotation, donc le cardinal de l'ensemble des invariants par rotation, il est nul. Enfin, on va s'intéresser aux symétries orthogonales. Et en fait, on va déjà se positionner sur la symétrie d'axe, donc G, qui a pour axe
au A0. Et en fait, pour passer d'une symétrie à l'autre, il suffit de faire une rotation d'angle de pi sur 9. Donc, on aura le même cardinal pour chacun des invariants par chaque axe. Donc, on va s'intéresser à celui-ci, puis multiplier par 9 pour avoir l'ensemble des invariants. Donc, ici, on a en fait notre collier de perles. On a A0, c'est cet emplacement-là. Et on a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc là, on a notre polygone à 9 sommets. Et on a notre axe qui passe par le centre. Ici, nécessairement, en A0, je vais avoir une boule blanche parce que c'est la seule couleur qui a un nombre impair de boules. Donc ici, on va avoir une boule blanche. Et du coup, ces boules-là seront déterminées par celle-ci. Donc il suffit de compter le nombre de boules différentes que je peux mettre dans ces emplacements, sachant qu'il va me rester en fait 2 boules bleues, parce qu'on en a 4 en tout, donc 2 là, 2 bleus. Je vais avoir une boule blanche et une orange. Là, on va se servir encore une fois du lemme pour compter le nombre de partitions possibles sur 4 éléments. On a 4 factoriels sur 2 factoriels, 1 factoriel, 1 factoriel, qui va nous donner 12. Donc, on a fait le tour de tous les éléments de D9. On va utiliser la formule de Burnside et on va avoir que le cardinal de D9, on en a 18. Fois, alors on avait compté pour les invariants par l'identité 1260. On en avait 0 ici. Ici, on en avait 12 fois 9 pour chacun des axes. Et ça nous donne, donc ici, c'est 70 fois 18. Là, on en a 6 fois 18. Donc, ça nous fait 76 éléments. On a donc 76 colliers de perles faisables avec ces contraintes-là. Merci. Bien. Alors donc, on va commencer par des petites questions. D'abord, cet ensemble de partitions qui est ici dans le lemme, est-ce que on peut en avoir... Alors tu as une formule ici avec une formule, c'est factoriel n sur le produit des factoriels ni. Et est-ce qu'on peut en avoir une interprétation? Est-ce qu'on les connaît, ces nombres? Ils ont un nom en combinatoire? Le nombre des partitions, c'est ça? Oui, ce nombre, une fois qu'on a trouvé le résultat, ce factoriel n sur le produit des factoriels ni. Par exemple, pour k égale 2, ouais. Quel est ce nombre? Quels sont ces nombres? Pour k égale 2, donc ça veut dire que par exemple on a n1, n2, donc on aura le nombre de... donc on aura n factoriel sur n1 factoriel, n2 factoriel, avec n2 qui est égal à n moins n1. Oui. Donc en fait on a la combinaison de n1 dans n. Oui, oui, donc ça s'appelle les nombres. Tu connais le nom? Ça fait partie de... Ouh là là, j'ai envie de dire de l'identité de Pascal. Si je dis de Pascal. oui, mais qu'est-ce qu'on dit? De Newton, Ah, les coefficients du binôme de Newton? Voilà, donc ça s'appelle les nombres binomiaux. Voilà. Okay. Et bi parce que k égale 2. Ouais. Et voilà. Et quand k égale k, c'est les nombres. Tu connais pas le nom Donc ça veut dire qu'on n'a pas a plus b puissance n, mais cette fois-ci a plus b. Voilà. Non, on va demander dans la salle. Non plus. Y a ce sont les nombres nomiaux, je sais pas. Multinomiaux. Multinomiaux. D'accord. Okay. Et en fait, bon, alors donc, quand c'est ce qu'ils apparaissent, les nombres binomiaux, ils apparaissent dans le binôme de Newton. Oui. Et les nombres multinomiaux, dans quoi ils vont apparaître? Ces nombres k-nomiaux, en quelque sorte. Ouais. Ils vont apparaître dans quel genre de formule? Dans celle-ci.
Ouais, vas-y. On aurait binomiaux, ça serait n1 plus n2 puissance k. Alors, c'est pas N1, non. c'est A plus B Non, c'est ça. puissance K. Pardon, et voilà, a plus b puissance k. Oui. Et cette fois-ci, Puissance. on aurait Non, puissance. puissance n. N, voilà. Oui, oui. A plus b plus c. A1 plus jusqu'à Ouais, K, on va plutôt, mettre. ouais. A1 plus A2 jusqu'à A, donc AK, multinomial oui. AK, puissance n cette N. fois-ci. Et donc, ce serait égal à quoi alors ça? Si on doit développer. Bah, c'est ce qu'on a fait là. C'est cette somme, c'est une somme, Donc, ouais. c'est Avec la ses somme, coefficients, ouais. des i égale 1 à n. Et Non, il y a cette une somme va pas être Une sur. somme, Non. La somme va être justement sur les cahuplés. Donc c'est i égale 1 à Non, à c'est. k. Je sais que le coefficient devant. Oui. Non. La somme va être sur des cahuplés, non pas sur des nombres. C'est des cahuplés de nombres. Mais Ah oui, donc c'est pas voilà. pas ça, c'est ça. c'est N1, C'est N1. 1, NK. Donc N1, NK, N1 plus NK jusqu'à plus NK égale N. Oui, voilà, c'est ça. N1 plus N2 jusqu'à NK égale N. Voilà, De c'est quoi? ça. D. Alors. Comment généraliser la formule du binôme? Donc on aurait un produit de tout ça. Donc on aurait Oui, AI, le produit des AI. le produit des AI. Exposant. Alors, AI exposant NI. Voilà. Voilà. Et fois un coefficient. Fois ce coefficient-là. Voilà, exactement. Ok. Voilà. Vas-y, tu peux l'écrire. Hein. Donc produit Fois, cette bah, fois-ci tu des peux I l'écrire. égale 1 à k. Voilà. Et coefficient, Et fois, donc on aurait et n le multi- factoriel voilà, sur le produit le produit ce produit des I, enfin Oui, je vais c'est mettre ça. J égale 1 1 à à K. k des n I J. non, des NJ. Maintenant, Factoriel. Voilà. Ouais, d'accord. D'accord, c'est bon. Voilà. Bon, une petite question maintenant. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi une rotation, quand elle fixe 3 points, elle est, c'était l'identité finalement, tu t'en es servi assez souvent. Ouais. En fait, de 3 points distincts, évidemment, on peut former un repère. Et Un repère de 3 qu'on points. appelle un repère. Il a un nom en géométrie. Bon, d'accord, ok. Un repère affine. Un repère affine. Voilà. Ok. Ouais. Et du coup, bah, en fait, si on fixe deux vecteurs non collinéaires par une isométrie, c'est que on fixe une base en fait de. Oui. Si on est dans Non, R2, mais fixer un repère, ça c'est un théorème. Hein. Alors, un repère, on va voilà, c'est l'identité. Alors, on va dire un repère de quel espace? De quel espace affine? Moi, en fait, dans ma tête, j'étais sur l'espace euclidien. Oui, mais c'est quoi comme espace? C'est un espace de dimension Bah là, c'est les dimensions 2. Donc c'est un plan. Le plan, et donc voilà. Donc en fait, on parlait du repère du plan affine. Voilà. C'est un repère du plan affine. Ou tu dis un repère affine, mais il fallait quand même qu'on entende, tu vois, un repère de quoi, etc., Okay. etc. Voilà. Ok. Bon, après, il y a toutes ces... Ça, c'est surtout pour la définition. D'accord. Alors, comment tu justifies que c'est bien défini? Pourquoi on a bien... Pourquoi on reste bien dans X, quoi, hein? G de I, G de J, G de K, bon, on est d'accord, ça existe, mais pourquoi tout ça c'est dans X? Ici, c'est le principe En fait, D9, c'est l'ensemble des isométries qui va conserver mon polygone régulier. Oui, oui. Donc ici, j'ai pris X de telle sorte à ce que ce soit
en fait, mon P, c'est l'ensemble des sommets d'un polygone régulier. Oui, oui. Donc, quand je lui applique une isométrie du groupe diédral, je suis conservé, enfin, je reste dedans. La question, c'est pourquoi je reste dedans? Alors, Je redémarre. d'abord, bon, dans un premier temps, effectivement, on peut se demander pourquoi Pourquoi ça conserve? ça conserve, pourquoi un sommet va être envoyé sur un sommet. Est-ce que ça, a priori, c'est quelque chose de clair? Est-ce qu'il y a des théorèmes généraux qui nous disent ça? Parce qu'au départ, Pour moi, l'ensemble des éléments qui conservent un polygone régulier, Oui. c'est l'ensemble des rotations et des symétries, pour la simple et bonne raison que l'ensemble des isométries du plan, oui, c'est les rotations et les symétries orthogonales. Ça, on peut le redémontrer en disant que oui, si on a une isométrie, sa matrice, la matrice de l'isométrie, c'est une matrice orthogonale. oui, On oui, fait transposer de MM, on voit, on a A, B, C, D. oui, oui. On retrouve que c'est cos θ. Donc en fait, on a je crois que c'est ça. Et là, alors il y a du plus-moins. Si j'ai cos θ, donc ça, Oui, moins, là, j'ai une rotation. oui, Parce que c'est direct. Et bah, l'autre, c'est ça. oui. Là, c'est moins D'accord, d'accord, d'accord. Oui, c'est ça, Voilà. c'est ça. Donc voilà, ça c'est ce qui prouve que n'importe quelle isométrie du plan, c'est soit une rotation, soit une symétrie orthogonale. Maintenant, Du plan affine. Alors attention, du plan affine, il y a quand même quelque chose d'un peu plus qu'une isométrie du plan affine. Parce que sinon, il y aurait les translations. Il y aurait les composés avec les c'est pour ça que translations. là, ouais, c'est vrai que dans ma tête, Donc, je suis dans pourquoi- les isométries vectorielles. Oui, alors qu'on était parti dans la fine. Alors pourquoi on est passé de la fine au vectoriel? T'as raison hein, de passer de la fine au vectoriel, mais il y a une bonne raison à ça. Moi, j'ai pris le centre, c'est le centre du repère. Oui, c'est ça. Et le centre, il est... Oui. Bah, il est Forcément, si on préserve le polygone, on préserve forcément l'isobarycentre. l'isobarycentre. Voilà. Voilà. Et donc, si on préserve l'isobarycentre, Ouais. eh bien, là maintenant, on peut se ramener au vectoriel. En gros, parce que quand l'ensemble des éléments du groupe affine qui laisse fixe un point donné peut s'assimiler au groupe linéaire. Exactement. C'est pour ça qu'on peut C'est passer de la fine au vectoriel. voilà, au vectoriel. Hein, d'accord, c'est pour ça que c'est bon. Et Ok. comme on a un nombre fini d'éléments, c'est Oui. un sous-groupe fini de l'ensemble d'un. Voilà. Alors maintenant, d'abord, c'est bien des sommets. Donc là, c'est bien. Mais maintenant, X, c'est pas uniquement des sommets, c'est des sommets Non. avec une définition. Oui. Alors pourquoi ça préserve? Pourquoi G préserve X? Pourquoi donc la question c'est pourquoi G de I, G de A, J, G pourquoi de... G d'un Oui, sous-ensemble, c'est encore enfin, dans d'une X. partie de Ouais. X reste Oui, dedans. on dit que c'est... Pourquoi c'est bien défini, quoi. Voilà. Pourquoi ton application est bien définie. Donc ça veut dire on demande est-ce que, donc je reviens en fait à ce que j'ai fait, c'est on va dire que j'ai A, c'est l'ensemble des AK appartenant à P. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça, c'est bizarre. Bon, c'est pas très cohérent, mais ou je prends un exemple plus simple. Non, A1, mais... A2, A3. Non, je crois qu'on va s'égarer là. Est-ce que tu peux me donner l'argument pour lequel G de I, G de J, G de K est bien dans X? Il y a une définition pour X, tu vois. Regarde ta définition. D'accord, ok, parce que c'est l'ensemble des IJK partie de Voilà. P, X, c'est Alors, ça. oui, Et- est-ce que et- ça marche? En fait, c'est savoir est-ce que. Non, D'abord, c'est bien des éléments de P. On C'est va bien juste des- regarder. Ouais, Est-ce que c'est bien des ça, éléments c'est de P? Ça, c'est une partie de, Oui, oui. de P. Prends un par un, voilà, c'est bien une partie de P. Et ensuite l'autre. Lui, c'est bien une partie de De toute façon, P, c'est- voilà. Ce sont tous des Ouais. parties de P. Et là, il faut que je somme pour montrer que
Ou que l'union c'est égal Oui, à ça, oui. bah parce que là on a une bijection. Voilà, de c'est parce que I. G est Pardon, une parce que G est un bijection. groupe. Voilà. Donc G, ouais. ce sont des bijections. On peut voir ça comme une bijection Voilà. d'un ensemble dans lui-même. Et la bijection, elle va... Donc ça veut dire qu'il y a I. Ouais. Enfin, G de I va être de cardinal. I. Cardinal de I, plutôt. Cardinal de I, oui, c'est ça. D'accord? Comme c'est une bijection, ça préserve le cardinal. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et en plus, ça va rester une partition. Pourquoi G de I, G de J, G de K parce est que encore une partition? de base, j'ai pris ça parce que la somme des cardinaux, c'est égal... Oui, mais pourquoi ils sont distincts? Il faut que ce soit... Il n'y a pas que la somme des cardinaux. Il faut aussi que G de I, G de J et G de K soient 2 à 2 disjoints. Ouais. Alors pourquoi ils sont disjoints? Bah parce que ici, I union J union K, ça fait P. Oui. Et si je passe au cardinal... Oui, mais c'est parce que G a aussi une propriété. Petit G, il est... G, c'est un groupe. Oui. Et... Enfin, grand G. Et petit G, c'est un élément de mon groupe. Et oui, mais c'est surtout que G est, encore une fois... Il pourrait y avoir un élément commun entre G de I et G de J. S'il y a un élément commun entre les deux... Mais ça, c'est pas possible, parce que G est... C'est quelle... Ouais. Mais on est en train de parler de quelle notion qui fait que deux ensembles disjoints vont être envoyés sur deux ensembles disjoints encore. Ça paraît évident. Non. Tu peux parfaitement imaginer G de 0 égale 1 et G de 2 égale 1. Et tu as 0 et 2 qui étaient disjoints en tant que singleton et ça va tout vers 1. Mais c'est l'aspect bijectif de... Oui, alors plus particulièrement dans l'aspect bijectif. Injectif. Voilà. Ah oui, injectif. Oui, d'accord. Donc, fait qu'on maintient l'union voilà. disjointe. Il faut bien expliquer, savoir expliquer que c'est bien défini pour toutes les raisons qui sont données dans la définition de X. C'est la bijection enfin, on veut dire que c'est l'aspect injectif qui à ça associe G.AK, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est ça qui est injectif. Voilà, exactement. Et alors maintenant, pour ces symétries orthogonales, là, comment ça s'est passé, là? C'est quoi le... Est-ce que tu peux... T'as des craies de couleur? Peut-être tu peux mettre des craies de couleur pour nous montrer un peu un invariant, un collier qui serait un collier à emplacement qui serait invariant? Avec des... Non, mais juste les couleurs, tu colories. Là, je le fais ici, alors. Tu colories sur place. Du coup, là, par exemple, on peut... Oui. Ouais, mais bon, je vais prendre blanc au moins. Vas-y. Voilà, on a ça. On va dire que... Ça, c'est bleu. Bah, autant prendre du bleu, c'est encore meilleur. Oui, voilà. Voilà, donc... Voilà, c'est ça, très bien. Ah non, j'ai pas mis... Oui, c'est ça, voilà. Ça, c'est un exemple, ouais. Et orange, ce sera... Voilà. Donc maintenant, on voit bien qu'il reste... Vu que c'est symétrique, il ne reste plus qu'à faire des emplacements. Pour les quatre, là, ouais. Voilà. Et quand tu as dit que il suffit de le faire pour A0, est-ce que tu peux... Et puis qu'après, tu multiplies tout par 9. Oui. Est-ce que tu peux l'expliquer un peu mieux? Est-ce qu'on peut se convaincre que les invariants pour chaque symétrie orthogonale ont même cardinal? Alors, soit S, une symétrie orthogonale d'axe delta S, et pareil pour S'. Et on va prendre, donc pour passer d'un axe à l'autre, il existe une rotation G qui a un axe à l'axe DS, delta S, associe delta S'.
On est sûr que G dans les isométries, il va bien, ça va bien être une isométrie du polygone? Bah, c'est une rotation Oui, d'axe et à chaque axe, on associe un unique sommet. oui. Donc, on a On voit bien que ça va bien être transitivité, on a une rotation qui voilà, va bien marcher, hein, parce que va ça fonctionner. va envoyer un sommet sur un autre sommet, et puis ça suffit pour définir une rotation C'est ça, qui est une isométrie du polygone. Ok? Du coup, ça veut dire que si on a un x qui appartient à l'invariant de x par s, enfin un invariant de s dans x, ça veut dire que si j'applique s', donc ça veut dire quoi déjà? Ça veut dire que s de x est égal à x. Oui, Si j'applique g, pardon, voilà. Oui, si j'applique s' à g de x, g transforme l'axe S, l'axe de symétrie de S en l'axe de symétrie de S'. Or, sur cet axe, il n'existe qu'un unique sommet du polygone. oui, oui. Donc ça veut dire que ce G de X appartient à l'axe de Oui. symétrie de S'. D'accord. S'il appartient à l'axe de symétrie de S', c'est qu'il lui est invariant. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire quelle est cette bijection, hein? Pourquoi ils ont même cardinal, ces deux invariants? Pourquoi ces deux invariants? Pourquoi inv indice S de X et inv indice S' de X ont même cardinal? Bah parce que elle est bijective. Oui, parce que vas-y. Donc elle est Exhibe bijective. la Pourquoi? bijection. Parce que je donne Bah, ce la que t'as rotation, c'est ça? Bah oui, Tu veux c'est la ça. rotation? Oui, oui. Donc la Je rotation. veux juste voir que ils ont même, juste voir que tu as utilisé un résultat juste, quoi, qu'ils ont même cardinal. Quand tu as multiplié par 9, hein, tu l'as fait pour un seul et tu l'as multiplié par 9. Bon, Donc là je suis perdu. Est-ce que tu veux que j'exhibe la rotation qui passe je d'un veux axe pas. à l'autre? Non, ou je tu veux veux que je juste. montre juste que Il y a une application, tu cette viens application de est- démontrer qu'il y a une application qui est bijective. C'est laquelle? Et de quoi vers quoi? Bah celle-ci. Enfin, Vas-y, celle écris-la. l'application qui a un élément donc Oui, vas-y. phi 1 x s vers 1 s' x qui a un invariant ici qu'on appellera x associe s Non, non, pas non, S. Non. g Oui, de x. voilà. Voilà. Ok, c'est tout. Voilà. Et ça, c'est bijectif, c'est bon, ça va marcher. Voilà. Tu es convaincu? Je suis convaincu, c'est bon. C'est clair là. Sinon, après, on pouvait dire de la même manière, c'est-à-dire ce que tu as fait pour une symétrie, on aurait pu faire pour les autres. Pour les autres. Ouais. Et ça revient au même, ça ne dépend pas de Ça l'axe dépend choisi. pas de l'axe choisi, ouais. Ça, c'était une autre Du façon. sommet. Plus simple, peut-être. Mais là, au moins, on a exhibé une bijection et on est convaincu que ça marche tout le temps. Qui sont Voilà. même cardinaux.